je vous souhaite à la fois une journée instructive et joyeuse, et merci à tous d'être là. Aujourd'hui, du coup, riche programme. On vous a préparé 3 tables rondes. Les 2 suivantes qui ont lieu cet après-midi seront sur le développement durable et l'intelligence artificielle. Et pour lever le rideau, on a choisi d'attaquer de front la question qui fâche, qui sont les aides? Donc, pour explorer cette interrogation, on s'est entouré de professionnels et d'experts qui manient ces thématiques au quotidien. Donc, nous avons Amandine Vépierre. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc directrice marketing associée en fin de freelance chez Firmenich. Vous êtes passée par l'ISIPIA, vous avez une maîtrise de formulation et vous avez un double diplôme avec l'ESSEC en management international de la parfumerie. Merci. Vous êtes passé par Kenzo, Givaudan, et puis vous avez rejoint Firmenich en 2013. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Avec plaisir. Nous avons Éric Brionès. Vous êtes donc le cofondateur de la Paris School of Luxury, directeur rédactionnel du Journal du Luxe et curateur du Salon du Luxe. Vous êtes aussi le créateur du blog historique Dark Planning, et après 20 ans en planning stratégique chez Publicis, vous avez monté votre propre cabinet de planning stratégique qui s'appelle Dark Planner. Vous êtes également l'auteur de plusieurs ouvrages, par exemple Génération Y et le luxe, le buzz marketing, et votre dernier, donc le Choc Z, qui est sorti en janvier 2020 aux éditions Duno et qui est exactement dans notre thème aujourd'hui. Merci aussi à vous d'être là ce matin. Nous avons donc aussi la présence de 2 élèves et anciens élèves de l'école. Donc Shana Cinnamon, qui a été diplômée en 2018 et qui a aussi reçu un prix de la Corpo pour sa création Plutonium en 2017. Vous êtes maintenant en marketing chez Takadago. Et nous avons Leila Laksiri. Vous êtes en 4e année donc à l'école, secrétaire du bureau des élèves, et vous destinez à une carrière dans le marketing. Exactement. Merci à vous aussi d'être avec nous ce matin. Alors, donc, comme vous le savez, les générations Z arrivent sur le marché de l'emploi. Donc, il est quand même important de s'interroger sur l'impact de ces nouvelles générations, de ces entrants sur la culture de l'entreprise et les défis qui sont au cœur des transitions générationnelles qui sont impliquées du coup. Puisqu'on s'attaque à un sujet aussi étendu et compliqué, on va commencer par essayer d'être simple. Donc Éric Brionès, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les grandes caractéristiques des générations Y et Z? Oula. Y aussi. Alors, rapidement, pour 2 heures. La différence entre les Z et les Y. Voilà, je vais essayer. Alors, la question est sophistiquée parce que là, du coup, je fasse des raccourcis parce qu'il faut éviter les raccourcis. Nous tout et ça va être complexe. Et justement, c'est une des missions. Ça peut paraître paradoxal qu'on s'est donné avec le Choc Z, avec Nicolas André. Enfin, sur la conception, c'est pas pour le vendre, mais ça donne la teneur de la pensée. Donc en effet, je suis planeur stratégique de naissance et de cœur. Mon co-auteur Nicolas André et directeur du planning stratégique de Publicis Epsilon, qui est la société data, Big Data du groupe Publicis. Donc c'est 2 plannings stratégiques qui s'associent ici. Mais le plus important pour éviter des pensées toutes faites, pour éviter des clones à fabrique en disant voilà ils sont comme ça, comme si tout va bien. Nous on va parler de la complexité, la différence. Je sais pas si c'est la différence. J'aime pas marquer les différences parce que souvent c'est là où il y a de la compréhension, c'est là où des générations peuvent se sentir complètement exclues. Je prends des exemples. Il y a eu une mode il y a 4 ans des shadow cabinets de millénials dans certaines grandes boîtes qui étaient purement de la com et du RP, où on réunissait les meilleurs millénials pour réfléchir à rien, mais simplement pour le dire en termes de médias. Et il y a eu 2 effets catastrophiques. Un, ça servait à rien, donc ça fidélisait absolument pas les millénials. Et de l'autre côté, par rapport aux autres générations, se sentaient exclus et voire pratiquement au chômage, quoi. Donc vous voyez, c'est là où il faut faire très attention. C'est pour ça que en tout cas, si je veux faire une idée sur les aides, notre idée, on s'est beaucoup inspiré des travaux et c'est ce qu'on voit au quotidien de la France archipel de Guillaume Fourquet de l'IFOP. L'IFOP a participé activement au livre parce qu'on a notre point de départ, c'était une grande étude que nous avons fait
sur la France, la Chine, UK, les US pour comprendre un petit peu cette génération. Cette génération Z, elle est archipel, elle est complexe. On a une punchline pour l'expliquer. Qui vient de la Bible, qui vient de l'Apocalypse. Je sais pas si on est en période d'Apocalypse, mais en tout cas, c'est le diable. We are legion. Nous sommes légion. Ça veut dire quoi, nous sommes légion? Ça veut dire déjà d'une part, nous sommes très nombreux, différents, mais même, et là on va voir l'impact sur le parfum, il est redoutable, nous sommes pluriels à l'intérieur de nous-mêmes. Donc nous sommes multifacettes. Dans ce livre, on a eu la chance de travailler aussi avec la R&D plus marketing cible, Mélanie Véry de Firmenich. Cette dimension multifacette, elle est fondamentale. Et quelque part, j'ai envie de dire, pour les marketeurs, les communicants et ainsi de suite, cette grande difficulté par rapport aux Z, ce côté archipel, ce côté pluriel et complexe, fait que les bons vieux logiciels marketing pour mettre les gens dans les cases ne fonctionnent plus. Ils détestent les cases, c'est ontologique. On n'arrive pas à les étudier classiquement en termes de médias. Pourquoi? Parce que ils lisent plus la presse magazine, ils regardent plus la télévision, mais si ils regardent Netflix, mais allez voir la data Netflix, moi je l'ai pas, et Netflix la garde secrètement et qu'elle donne des chiffres, ils sont faux. Donc voilà, donc et en plus les réseaux sociaux, si je parle des réseaux sociaux, oui bien sûr les réseaux sociaux. Mais c'est une question des réseaux sociaux extrêmement fine. J'ai la chance d'avoir créé une école et c'est fondamental pour moi et c'est vraiment le pilier, c'est que pour les comprendre, il faut vivre avec. Pas se payer une étude de temps en temps. Il faut vivre avec vous pour vous comprendre. C'est Laila Bekami qui dit c'est quoi un auteur? Un auteur, c'est quelqu'un qui vit dans le pays des autres. Là, il faut vivre dans le pays des autres pour parler des aides. Et quand on vous voit, par exemple, vous avez un exemple très concret sur les médias sociaux. Nous, on communique avec nos étudiants sur Facebook. Et on se fait allumer la gueule. On se fait allumer en disant qu'on est de vieux ringards parce que Facebook c'est totalement ringard et ainsi de suite. Derrière ça peut paraître anecdotique mais ça l'est pas. Les aides, soit quand vous voulez les étudier, ils sont sur les réseaux sociaux, mais dans le dark social. Ça veut dire quoi le dark social? C'est la partie en effet de communication interpersonnelle qui ne sont pas étudiées, que vous n'observez pas. Donc vous voyez, c'est dans l'invisibilité. Et si je pousse à la Chine, mais qu'on voit un peu en France, mais à la puissance 1000, les aides chinois, par exemple, vont aimer les réseaux sociaux qui sont taillés, faits pour eux uniquement. Donc Weibo ne me suffit pas, je veux le Weibo Z. Donc vous voyez un petit peu cette sophistication ici. Donc j'ai envie de dire, si je veux faire 3.1, il y a donc on appelle choc Z parce que pour nous ils vont choquer complètement le système marketing et ils vont entraîner tout le monde. C'est pas un côté grégaire, et on va voir que le côté grégaire par rapport au miniol est différent. Donc ils sont furtifs. 2, il y a un rapport au jeu qui est très différent du millénial. Millénial, rappelez-vous, une couverture mi-mi-mi génération. Vous vous rappelez la couverture du Time avec cette affreuse adolescente de l'époque qui se prend en photo. Ils avaient raison, donc c'est ma gueule, ma gueule, ma gueule. Et du coup, un rapport à la communauté, on va voir le rapport communautaire, il est fondamental, qui est différent. On est dans un monde où il n'y a pas vraiment de chef, un fantasme de monde horizontal. Eh bien, sur les aides, c'est différent. Non pas que le jeu ne soit pas important, le jeu, il va être scanné, sondé. Il y a une remise en cause perpétuelle du Z sur qui il est, pourquoi il est, à quoi je sers, quelle est ma place. Donc il y a vraiment quelque chose de très très dur qui amène chez vous une maladie générationnelle qui s'appelle le mental health, qui est fondamental, et on va parler, je pense que le parfum a sa place dans ce mental health. Donc vous vous questionnez à fond. Pas pour du narcissisme, mais ce qui est très intéressant, c'est que le Z a une obsession communautaire. Nous, on a appelé ça même les hyper-tribus. Donc, et le rapport au nous est fondamental, et même par rapport aux tribus, c'est très compliqué pour nous marketeurs. Les tribus, c'est pas un concept nouveau. Je trouve qu'on est très dans une pensée très de Michel Maffezoli que j'adore, qui est en effet sur cette complexité. Surtout les Z, ne dites pas qu'ils sont contradictoires. C'est pas contradictoire. Ils sont fluides, ils sont liquides. Donc, par rapport à la tribu. La tribu, c'est super important, premièrement. Deuxièmement, il y a une bataille des chefs. Être le spokesperson, être le porte-parole est fondamental. Et vous voyez, pour être influent quand je suis millénial, j'aime. Pour être influent, je suis Z, j'ouvre la gueule. J'ouvre ma gueule. Je suis dans un rapport d'indignation permanent. Il suffit de regarder Twitter. Vous voyez, c'est très intéressant. Par exemple, de Twitter. Il y a 10 ans, dans mes classes, je demandais qui sur Twitter, j'avais personne, à part 2-3 veilleurs à lunettes. Aujourd'hui, vous avez 70% des aides américaines qui sont sur Twitter, et en plus, ils ont un usage de Twitter très différent. Le millénial va retweeter, va liker, le Twitter Z, lui, va composer un message. Et justement, ce pouvoir d'indignation, on le prend en pleine face.
on le prend en pleine face, nous les marques, c'est qu'aujourd'hui, pour être influent, il faut s'indigner. Et je finirai pas parce que je pourrais répondre des autres, ce truc, mais vous voyez, sur cette indignation, regardez le concept de micro-influenceur. Le micro-influenceur millénial, par exemple, c'était l'idiot du village du marketing. Je le dis, mais vraiment. Pourquoi l'idiot du village? Parce que c'était génial, les micro-influenceurs. Le micro-influenceur, alors, il était très influent, taux d'engagement redoutable, petite communauté, mais expert, et en plus gratuit. Donc c'est vrai, vraiment les micro-influenceurs, si vous voulez, ils ont souffert. Pourquoi? Parce que les gros influenceurs ont payé des millions, les marques se sont dit, il est influent, il est gratuit. On n'a qu'à lui envoyer un beau packaging, jusqu'à qu'Enjoy Phoenix crie, et tout va bien. Le micro-influenceur Z est radicalement différent. C'est un lanceur d'alerte. C'est un lanceur, je vais dire, c'est des... regardez l'exemple du slip français. Très intéressant, le slip français. Pourquoi? Parce que l'indignation, elle est dans tous les continents. La Chine, j'en parle même pas. La Chine, regardez, il y a 1 an et demi, ce qui s'est passé avec Dolce & Gabbana, puis après, ça a muté, entre guillemets, avec l'affaire Hong Kong, parce que sur un t-shirt, vous avez mis Hong Kong, pays Hong Kong, ça a mis l'incendie, mais regardez d'où vient l'incendie. L'incendie vient des Key Opinion Leaders Z, c'est-à-dire que les premiers à brûler le flambeau des marques, à s'indigner, sont les égéries qui sont chèrement payés par les marques et qui brûlent l'incendie. C'est eux qui disent « je coupe le contrat et vous m'avez insulté ». Et derrière, phénomène de contamination. Quand je parle de contamination, c'est une vraie contamination. Regardez aujourd'hui, le moindre message, c'est 200 millions de retweets, on cite la centaine de millions. Donc vous voyez ce phénomène, et le slip français, c'est vraiment ça, parce que donc on a vu en Chine, on a vu aux États-Unis à travers Gucci, mais il y a plein d'exemples comme ça. Et la France, le slip français, on a vu pour la première fois un phénomène d'indignation qui est parti par ces micro-influenceurs qui sont des comptes sur Twitter, mais aussi sur Instagram, séparatistes par exemple sur Instagram, qui envoient du feu. Et ce qui est assez remarquable en termes d'observation, c'est que certes, ils ont des communautés qui sont faible, entre guillemets, 5-10 000, mais par contre, qui s'enflamment immédiatement. C'est-à-dire que pratiquement, les 5 000 comptes, ils vont répondre. Donc, vous voyez, tout ça, alors il y a d'autres différences, mais je ne veux pas que parler. Voilà, il y a vraiment ces différences qui sont extrêmement fortes, mais au-delà de ça, et c'est mon message, les aides portent un choc, mais qui est un choc qui est vraiment contaminant, bien au-delà de notre génération, et à la différence, et pour finir, juste parce que j'ai fait mon gros tunnel là, la différence entre les millennials et les Z en termes de management, il est très intéressant. Et ça, c'est vraiment quelque chose de positif. Et c'est pour ça que nous, la seule réponse, c'est la co-construction. Construire avec vous, créer avec vous. C'est ce que je fais au quotidien dans mon école, mais c'est ce que vous devez faire. Et il n'y a pas le choix. Vous devez co-créer avec eux. Mais attention, pas un co-créo pipeau. Une vraie co-création où vous les écoutez, vous les mettez en face de pouvoir, vous les récompensez parce qu'ils sont extrêmement ambitieux. Ils assument. Donc vraiment, ils ont envie de collaborer parce que ils considèrent les marques comme des accélérateurs de réussite. Et s'il y a quelque chose qui est très fort chez les Z, c'est ce goût de la réussite. Vous assumez la réussite et vous cherchez les gens pour réussir. Et pour réussir, les marques peuvent vous faire réussir. Et ce qui est très intéressant, c'est dans nos secteurs, alors c'est plus le secteur de la mode, très belle étude de Business of Fashion qui est sortie, qui montre que la génération qui a le plus envie de travailler avec une génération senior, c'est largement la vôtre. C'est les Z, beaucoup plus que les millennials, parce que ce que j'ai remarqué des millennials, et c'est pour ça que les shadow cabinets, j'étais un petit peu dur, c'est qu'il y a un phénomène un peu grégaire sur les millennials. On est ensemble, on veut travailler ensemble, on exclut les autres. Ah, bien sûr, ça évolue avec le temps, mais en tout cas, chez les Z, il y a une envie, et donc le choc Z, la réponse, c'est la co-construction. Merci beaucoup, Éric Brionès. On va revenir sur votre idée de co-construction dans les entreprises. Mais d'abord, j'aimerais poser une petite question à Fiona Cinnamon, notre révolutionnaire maison, qui a eu quand même le prix de l'audace pour son plutonium. Est-ce que vous avez le sentiment d'incarner ce choc générationnel dont parle Éric Brionès ? C'est vrai que je pense être un peu un cliché justement de la génération Z à ce niveau-là, de par mon engagement qui a toujours été extrêmement fort, que ce soit sur les causes environnementales, sociétales, animales. C'est quelque chose que je porte énormément, et en effet que j'ai pas peur de l'exprimer, et notamment d'en faire des tribunes. Et justement, je vais utiliser différents réseaux sociaux. Facebook va être plus une tribune militante, alors qu'Instagram va être plus un petit plaisir pour moi-même, un peu plus réseaux sociaux. C'est vrai que quand j'ai intégré du coup le monde de l'entreprise, j'avais envie justement de changer en interne beaucoup de choses, de faire porter un peu ma voix sur des choses toutes bêtes en fait, mais les gobelets en plastique, la façon dont on pouvait emmener un peu plus de naturalité chez des marques même qui n'étaient pas forcément conscientes de ça ou qui n'en avaient pas envie, sur la façon de communiquer. Et c'est vrai qu'on se confronte à deux problèmes.
déjà les marques, est-ce qu'elles ont envie ou pas, mais aussi l'entreprise, est-ce qu'elle a envie de donner des efforts ou pas. Et de justement ne pas être forcément écouté par l'entreprise sur des sujets comme ça sont forcément un peu frustrants. Et c'est vrai que du coup, par rapport à ça, étant donné que j'ai vu qu'en interne, j'aurais beaucoup de mal à transformer les choses, j'ai décidé de le faire de façon un peu plus externe. Et c'est pour ça que j'ai créé une marque sur justement un sujet qui me semble particulièrement intéressant, qui sont les produits ménagers, et qui aujourd'hui sont une des causes massives de pollution, et surtout qui touche absolument tout le monde, puisque tout le monde fait au moins une lessive ou nettoie de temps en temps sa maison, et justement qui porterait en fait toutes mes valeurs. Donc c'est vrai que c'est un peu un échec pour moi en quelque sorte de ne pas pouvoir réussir à infiltrer le système pour pouvoir justement faire changer les choses, mais du coup je vais le faire en externe, et j'espère qu'un jour si jamais ça réussit vraiment et que ça aboutit véritablement, ça puisse être un exemple et une espèce de référence un peu plus disruptive pour d'autres marques qui du coup seraient obligées de s'aligner sur cette marque et sur ce besoin justement de plus de naturalité, de zéro déchet, qui sont aujourd'hui, je pense, une urgence totale pour la planète et pour l'environnement. Donc oui, j'essaie de porter en tout cas ces valeurs et de justement de faire porter ma voix à ce niveau-là, même si ça marche pas toujours. Je pense que c'est le principe de notre génération. Merci beaucoup. Du coup, Amandine Despierres, on parlait de co-construction tout à l'heure. À quel point vous, chez Firmenich, vous avez observé une transformation structurelle, opérationnelle vis-à-vis des nouveaux besoins et exigences des jeunes sur le marché du travail qui arrivent dans votre entreprise? Alors moi, pour rebondir sur ce que disait Chana, pour le coup, en tout cas, nous, je sais pas si ça transparaît vis-à-vis nos Y, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de Y dans l'entreprise, on commence seulement à intégrer des Z. En tout cas, pour ces deux générations, on est super motivés d'intégrer ce qu'ils sont, ce qu'ils attendent, et leurs valeurs. Et je pense que, et là je rejoins Eric, en tout cas, on s'interdit de faire du jeunisme, et je pense que en restant cohérent par rapport à nos valeurs chez Firmenich, on essaye justement intelligemment d'opérer des switches et peut-être d'accélérer certaines choses. Je m'explique, on est hyper engagé depuis des années dans la sustainability. C'est le fruit d'années de travail. C'est pas parce que les Z arrivent ou que les Y sont maintenant font partie intégrante de nos entreprises qu'on a décidé de s'y mettre. En revanche, évidemment que c'est une valeur qui est clé pour les Z, mais aussi pour les Y. Et donc aujourd'hui, je pense qu'on l'a pas fait pour eux, mais c'est aussi une manière, j'en suis convaincue, ça accélère les choses. C'est-à-dire que oui, on se doit de penser conscious consumer. On a une grosse étude aujourd'hui qui a été faite chez nous, sur laquelle on s'est réinterrogé sur qui est ce conscious consumer, ce qu'il attend dans le monde, parce qu'il y a aussi des nuances, ce qu'il attend en Chine, ce qu'il attend aux US, ce qu'il attend en Europe, pour essayer très très rapidement de savoir y répondre. Donc ça, c'est plus des attentes en termes de produits. Après, je dirais qu'en tant qu'entreprise en interne, nos valeurs fit assez bien finalement les attentes des Z. On est une entreprise assez authentique, à l'écoute. On a aussi des engagements, on est une entreprise EDGE, donc c'est la certification globale pour la gender equity. Je pense que ça, c'est aussi un élément dont on est convaincu depuis longtemps et aujourd'hui qui séduit aussi ces profils, parce que ce sont des valeurs profondes. Et puis après, évidemment, des évolutions structurelles, parce que on se doit de s'adapter. Je dirais l'agilité. Donc ça passe par des choses comme être flexible. Donc il y a ce qu'on appelle chez nous le flex work. C'est apparu vraiment de manière, je dirais, officielle et cautionné par le management depuis, on va dire, presque 2 années. Mais c'est offrir une flexibilité aujourd'hui qui est évidemment nécessaire. Donc elle peut être géographique, ça peut être une flexibilité en termes de temps. Mais s'adapter à la vie des salariés, s'adapter à leurs conditions de vie, là où ils vivent, parce que c'est quelque chose ça a été une démarche globale, une politique globale, on a étendu dans toutes nos filiales. Donc offrir en fait ce luxe aujourd'hui, en tout cas je pense ce qui est perçu aussi comme un luxe, qui est aussi le temps, et de pouvoir le jongler avec et de faire matcher sa vie perso et sa vie pro de la meilleure des manières. Donc on a pas mal d'initiatives comme ça, c'est peut-être des exemples
que je peux vous citer. C'est sûr que c'est ce que recherchent, je pense, les aides. On va demander à la Laxiri, puisqu'on est dans une école, autant écouter ceux qui sont aux portes du marché de l'emploi. Donc, comment une entreprise peut-elle espérer vous recruter, vous garder? Est-ce que vous avez des exigences particulières? Alors c'est vrai que, on peut parler de moi, mais je pense aussi parler pour tous les élèves. Ce qu'on va regarder, c'est vraiment les valeurs de l'entreprise. Il faut qu'elles nous correspondent. On est vraiment très attentif au côté développement durable, sustainability, et c'est hyper important pour nous. Ça rentre dans notre vie de tous les jours, donc il faut que l'entreprise soit engagée et soit toujours dans l'innovation dans ce domaine-là. Et on a aussi besoin qu'il y ait une bonne ambiance de travail également, qu'on puisse jongler entre notre vie professionnelle, notre vie privée, et que ce soit pas, peut-être que le tabou est pas le bon, mais enfin voilà, que ce soit pas dérangeant d'avoir sa vie privée à côté, et de pouvoir faire des choses le soir en rentrant chez nous, de pas être forcé de rester très tard au bureau juste pour faire bonne impression. Ça c'est pas notre génération, c'est pas ce qu'on veut faire, et on fait vraiment très attention. Et vraiment, il faut que les valeurs de la marque ou de l'entreprise dans laquelle on postule matchent avec les nôtres. C'est hyper important pour nous, et je pense qu'on ne se verrait pas travailler dans une entreprise qui ne nous correspond pas, qui n'a pas les mêmes valeurs que nous. Mais attention au fantasme de l'entreprise vertueuse. Si vous voulez de l'argent. Oui, aussi. D'abord. Non mais, tu vois, on a un super manifesto, on reconnaît le système marketing et l'entreprise citoyenne et ainsi de suite. Quand je dis la réussite assumée, c'est la réussite pécuniaire, parce que c'est une génération de la crise. C'est une génération qui s'estime radine à 78%. Pourquoi? Pas par plaisir, parce qu'il y a de la crise économique, parce que vous savez qu'en effet, vous l'habitez à Paris. Enfin voilà, c'est un principe de réalité. Les deux, il faut associer les deux, mais ça part. Il y a aussi ce rapport économique, il est clé. Il est clé. Facile, aux États-Unis, nous, il n'y a pas un Z, il y a des Z. Et sur le rapport à l'écologie, il est hyper intéressant, parce que, en effet, on peut avoir une image d'Épinal, des Z, hyper écologique que vous incarnez parfaitement. Mais quand on creuse, il y a la notion d'extimité hyper importante. La mise en scène de soi et de son engagement. Vous regardez Twitter, tout le monde est écologique. Quand vous voyez les pratiques écologiques, quelle est la génération qui trie le moins? C'est les Z. Quelle est la génération qui est quelque part dans ses attitudes le moins écologique? C'est les Z. Alors, attention, ce n'est pas, attention, parce que il y a des débats, souvent, entre guillemets, de vieux C, entre guillemets, qui disent, ah non, c'est nous les plus forts. Non, c'est pas ça. C'est une question d'éducation et de formation. Regardez, si je prends les exemples de l'e-gaming, il n'y a pas plus polluant que l'e-gaming. Si je prends Netflix, en effet, des gens sur Netflix là-dessus. Donc, attention à ce mix-là. Par contre, vous êtes à l'avant-garde sur le vegan, en effet, et sur la seconde main dans la mode. Et même dans la beauté, parce que parlons de cosmétiques, au Japon, il y a une grande mode, ça paraît étonnant, sur la seconde main, sur les produits de beauté. Quand on parle du Japon, vous voyez, c'est assez étonnant. Mais pourquoi? C'est crise économique, tout simplement. Donc vous voyez, la seconde hand, elle plaît. Certes, elle est, mais pourquoi on le prend? Parce que c'est moins cher. Donc vous voyez, société, c'est fondamental ce que vous avez dit. Mais d'abord, vous commencez par le salaire. Je veux juste rajouter un petit truc. Je suis complètement d'accord. De toute façon, je pense que aucune génération n'acceptera de travailler de toute façon pour un salaire qui ne correspond pas forcément à ses attentes. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a quand même quelque chose. C'est pas à n'importe quel prix non plus. C'est pas à n'importe quelle entreprise. On va pas forcément vouloir vendre son âme au diable pour un salaire mirobolant. Et concernant le seconde main, c'est vrai qu'en fait, je pense qu'on est quand même une génération qui est très consumériste. Très consumériste, mais simplement à l'inverse de certaines, on a la conscience du poids de cette consommation. Et le seconde main, c'est une façon du coup de pouvoir continuer à consommer, mais en bonne conscience. C'est ça, voilà. Mais voilà, je suis d'accord, en fait on se donne beaucoup de bonne conscience, sans vraiment que derrière les actions et la façon dont on va reformer le monde derrière continue. Ça c'est vraiment, je pense, des aides de niche en quelque sorte qui vont imaginer le futur de demain qui est totalement disruptif avec ce qu'on voit aujourd'hui. C'est la déconsommation et la décroissance. C'est clair. Mais c'est sophistiqué, voilà, c'est complexe. C'est pas, on est dans quelque chose. Il y a plusieurs aides et il y a des pures consuméries mais c'est vrai que quand on regarde les médias, quand on regarde Twitter, le poids
on a l'impression que tous les aides sont progressistes et écologistes. C'est une image mais par contre, c'est les plus visibles, c'est les plus bruyants dans le sens positif du terme. Donc ça veut dire qu'on peut pas se fâcher avec eux. Mais vous voyez, vraiment, c'est sophistiqué, c'est complexe. Merci beaucoup. Alors, on a parlé des hommes en entreprise. Parlons maintenant de ce qu'ils conçoivent et inventent pour elles. On sait que les temps changent, les goûts changent, la banquise fond, et pourtant le luxe ne s'est jamais aussi bien porté. Alors, on peut se demander quels sont, dans les temps dont nous parlons, avec les instabilités actuelles, Éric Brionès, quels sont les repères, les facteurs principaux, les signaux les plus forts pour essayer de comprendre au mieux ces nouveaux marchés? Oui, mais le rapport au millénial est dans un rapport par rapport au luxe de fascination. Le mimimi va très bien avec le luxe. Du coup, c'est ce qu'on a écrit il y a 7 ans, ou un petit peu moins. En fait, on disait génération Y et luxe, ça va être un mariage d'amour. Et finalement, aujourd'hui, quand vous voyez 80% de la croissance du luxe, elle est faite par qui? Par les milléniaux. J'ai envie de vous dire, un peu provoquant, mais vous avez une bonne paire de stickers, des collaborations qui vont bien, un peu de drop et du pop-up et tout va bien. Mais voilà, là la réalité, ça c'est la réalité milléniale. C'est les aides, c'est beaucoup plus complexe. C'est beaucoup plus complexe parce que le rapport est moins dans la fascination, plus dans l'affirmation. L'affirmation d'un pouvoir qui est pluriel. Alors là, c'est là où on va prendre un peu de temps. On va commencer par l'économique. On va commencer par l'économique pour après être dans le politique. Mais au moins l'économique, le premier problème, c'est le rapport au prix. Pour les aides américains, pas Chine, sauf la Chine, jusqu'à maintenant, je suis très très curieux de l'impact de coronavirus à moyen terme sur la consommation de luxe des Chinois sur des marques occidentales. J'ai une petite théorie, on verra. Ici, en tout cas, pour les Américains, les Anglais et les Français, le luxe est cher. Le luxe est trop cher. Le prix du luxe est trop cher. Donc il y a vraiment une attaque frontale. Alors que les autres générations étaient, mon Dieu, c'est cher, oui, Hermès, non, voilà. Il y a une attaque frontale, vous voyez, par exemple, aujourd'hui, par rapport à Hermès, vient de lancer, en effet, son rouge à lèvres. Qu'est-ce qui va concentrer les débats? C'est le prix du rouge à lèvres. Et pas le rouge à lèvres. Regardez, il y a quelques semaines, en fait, c'est amusant. J'aime bien regarder Twitter parce qu'il y a vraiment un écho, si vous voulez. Ici, regardez le scandale par rapport à Nabila, par rapport au sac qu'elle a reçu, avec ce sac Hermès, 350 000 euros. Et en plus, c'était du croco alors qu'elle a dit qu'elle était pro-pétard. Donc c'est un peu dommage. Vous voyez un peu, c'est là aussi le double check ici. Donc le rapport au prix, il est fondamental. Mais ça, rien. En gros, le Z nous dit achète luxe, soit moins cher. Et le problème, c'est que, pour le Indus, c'est que maintenant, en plus, entre guillemets, je frime, non pas par la possession, mais par la jouissance du luxe. Et c'est là où ça change tout. La jouissance du luxe, elle est plurielle. Vous avez à Davos un discours hyper intéressant du CEO de Ralph Lauren qui disait que le vestiaire de demain, il est en 3 parties. Première partie, neuf et pièces classiques. Deuxième partie, second hand. Troisième partie, location. Et que, il est vrai, il y a plein de façons de jouir du luxe sans l'acheter, sans le posséder, en tout cas sans le posséder, le louer et ainsi de suite. Et dernière chose, et là je me bats entre guillemets avec nos étudiants là-dessus, c'est TikTok. Ouais, mes étudiants, TikTok, c'est pour les bébés. Et je suis contre ça. Parce que, en fait, c'est une vision simplement franco-française et que TikTok est bien plus intéressant que ça. Et il y a une grande mode sur TikTok, c'est la copie. C'est que la copie, donc vous tapez bien sûr copie Chanel et ainsi de suite, et qu'aujourd'hui il y a un rapport très bizarre à la copie. C'est là où alors je vais pas dire ce sont de la tension. Les aides sont ceux qui consomment le plus de copies, ils disent c'est mal, mais ils consomment quand même. Donc il y a un rapport, vous voyez, un peu de sale gosse par rapport au luxe, mais qui fait du bien un petit peu aussi de se remettre à sa place. Donc il y a ce rapport économique, vous voyez, qui est dans le pouvoir. Il y a un pouvoir digital, c'est que vous avez été élevé par Amazon ou Alibaba. Et ça, quand on est élevé par Amazon et Alibaba, en termes de retail, en termes d'e-commerce, en termes de vision vraiment cross-canal, ça change tout. Vous voyez, on n'a pas été élevé par Alibaba, on a été élevé plus par la Fnac, Carrefour, le contrat de confiance. Ils en sont loin. Donc vous voyez, et c'est-à-dire que le moindre objet à 1 euro est vendu, entre guillemets, avec une efficacité que doit avoir un objet de luxe. Donc vous voyez, il y a ce rapport-là. Je parle pas du digital, bien sûr. Et le troisième point pour terminer, c'est le rapport politique. Et là, il y a quand même une confrontation de valeurs entre des aides qui, en tout cas, qui a une tribu la plus importante qui est clairement progressiste, ici, donc on est dans un logiciel progressiste, et ça se comprend, c'est qu'aujourd'hui, quand vous voyez le luxe d'aujourd'hui, le old money, donc WASP, blanc, a été remplacé par les new money. Les outsiders
d'hier sont les outsiders d'aujourd'hui et ce ne sont pas donc on est face en effet chinois. Regardez un film incroyable sur Netflix qui s'appelle Uncut Gems. Et on voit en effet que le monde du sport business, de l'entertainment, Black, clairement, sont consommateurs de luxe et ne se retrouvent absolument pas dans un luxe traditionnel, valeur traditionnelle. Ce qui explique aujourd'hui, du coup, un renversement. Vous voyez, quand on voit la marque Balenciaga, c'est une marque progressiste. Quand vous voyez Gucci, c'est une marque progressiste. Donc vous voyez, il y a une confrontation. Et simplement, je finirai juste par rapport à la Chine et coronavirus. Moi, l'impact que je vois, l'affirmation luxe de la Chine, pour finir, est très différent. On est face à une jeunesse chinoise qui a clairement un sentiment patriotique extrêmement fort, une fierté chinoise extrêmement forte. Donc vous voyez, c'est pas le même progressif. Vous voyez, on n'est pas sur les valeurs progressives. C'est intéressant de voir c'est quoi le no gender en Chine, c'est quoi le body positif. Le body positif et le no gender en Chine n'est pas pareil que le body positif et le no gender aux États-Unis. Complètement différent. Mais par rapport à la Chine, donc il y a cette fierté. On avait vu les phénomènes que je vous ai cités, Versace et compagnie. Qu'est-ce qui va se passer une fois que le coronavirus sera éteint, et je l'espère, parce que la Chine a parfaitement, la jeune citoyenne a parfaitement observé les manifestations, entre guillemets, racistes de l'Occident par rapport à la Chine. Les covers Chine fragile. Vous voyez, ici, quel sera l'impact, je pose la question, sur pourquoi acheter une marque occidentale si l'Occident nous dénigre. Là, je me pose une question à moyen terme. Tout le monde dit que ça va très bien se passer. Simplement, à observer vraiment de façon forte. Demandez à Dolce & Gabbana s'ils arrivent à reprendre un nouvel élan en Chine. Ils ne seront pas les seuls. Ouais. Juste pour rebondir sur ce que disait Eric, c'est vrai que globalement, par exemple en Chine, c'est vrai, on parle beaucoup de premiumisation. Mais je dirais que ça a ses limites si on parle de la génération Z. Où la premiumisation au sens où on l'entend de manière classique, voilà, ça va être des marques mastiges qui vont monter en gamme, qui vont un peu s'inspirer des codes de la parfumerie de niche. Je parle de parfumerie parce que c'est ce que je connais le mieux, mais je pense qu'il y a un vrai parallèle aussi avec la mode. La jeunesse chinoise aujourd'hui, elle est extrêmement fière voilà, du fait que la Chine aujourd'hui n'est plus juste l'usine du monde, mais véritablement un vivier créatif. On parle de C-Fashion, mais on va pouvoir parler demain aussi de C-Beauty, et c'est déjà le cas aujourd'hui. Il y a des marques juste géniales qui émergent. On en connaît déjà, il y a des licornes super en maquillage, voilà. Et aujourd'hui, je pense à une marque qui s'appelle Scent Library en Chine, qui est un peu comme un Bath & Body Works américain, mais hyper créatif, qui donne super envie, qui est une marque appealing avec des concepts géniaux. Aujourd'hui, les jeunes Chinois, ils achètent énormément ce type de marque. Ils en sont super fiers, ça convient parce que ce sont des marques qui sont ultra créatives, ultra innovantes, là où nous, avec nos marques, je dirais traditionnelles, bah voilà, on a du mal à innover, on n'amène plus tellement de créativité, on sait pas si bien faire que ça les collabs, et voilà, clairement, voilà, les Z chinois et même les Y attendent autre chose. Donc c'est là où il faut se remettre en question et ça challenge. Mais en tout cas, c'est clé. Et à mesurer un mouvement anti-luxe qui est réel. Regardez hier, le bad buzz sur Twitter, c'était LVMH. Alors pas forcément Z, là c'est un peu global, puisque vous avez vu, il y a en mi-février, la France a envoyé des tonnes, voilà, et c'était humaniste, d'aide médicale à la Chine. Et LVMH était partenaire de cet envoi, donc du coup maintenant on dit attendez, Macron réquisitionne, a envoyé 20 milliards. Donc vous voyez, c'est là où dans les moments de crise il y a ce phénomène de racisme et d'égoïsme en tout cas, mais le mouvement anti-luxe il est important à mesurer. Vous voyez, le succès de Joker, Joker c'est intéressant parce que quand on voit la structure d'audience de Joker, alors qu'il était rated R, donc interdit au moins de 18 ans, il est autant Z, millénial qu'on veut, il y a quand même Kill the Rich. Ici, regardez, il y a quelques mois, nous, notre école est sur les Champs-Élysées, on a vu caillasser, enfin le Fouquet se brûler et ainsi de suite, mais le mouvement anti-luxe, si on le creuse plus loin, c'est l'étude Z Génération, donc qui date de 2018 qu'on a fait avec l'IFOP, qui montre que les anti-luxe, c'est 13%, ils ont exactement le même poids que les pro-luxe. Les amoureux du luxe. En fait, on a noté de 9 à 10, c'est 13% qui noté de 9 à 10 le luxe, et de 0 à 1, c'est 13% aussi. Donc on voit que les anti-luxe sont aussi importants que les amoureux du luxe chez les Z. 13%, c'est pas rien. Et justement, quand on a observé sur d'autres pays, par exemple l'Angleterre, les États-Unis, c'est moins fort.
Mais par contre, en Chine, on avait vraiment la même proportion. Et aujourd'hui, il faut pas se leurrer, il y a un mouvement anti-luxe qui passe par les KOL. Le dernier exemple, je trouve à lui haïssant, c'est un couple de KOL qui est opinion leader qui, un lundi matin, sont pris en photo sur la cité interdite avec leur Jeep Mercedes. Ils étaient tout seuls en disant « c'est bien d'être seul » ou là, et ils se sont fait allumé en disant mais c'est quoi ce style de vie, enfin là on retrouve Mao est de retour, et dans l'heure est sorti un jeu vidéo où vous aviez une petite Mercedes, vous naviguiez dans la cité interdite et vous deviez pas écraser bien sûr les monuments ancestraux. On voit donc attention à ce phénomène-là, et on voit très bien de toute façon le parti chinois qui est toujours extrêmement limite par rapport à la question, et on sait très bien à quel point on peut basculer dans un sens comme dans un autre. Merci. Et juste un petit truc, c'est vrai que pour rebondir un peu sur ce côté, cette différence entre les riches, les pauvres, les puissants et tout, c'est vrai que là, je pense qu'on a eu un excellent exemple avec les ESA de cette année, et notamment le texte de Virginie Despentes, qui je pense représente monstrueusement bien en fait cet état d'esprit des gens un peu plus bas, qui voient les gens d'en haut profiter, et on entend souvent des phrases: pourquoi moi j'irais me limiter à prendre ma voiture tous les matins alors que derrière il y a quelqu'un qui va prendre son jet privé pour faire du Paris-Nice. Et c'est vrai que justement cette confrontation en fait, je pense des extrêmes justement mène à des crises politiques bientôt qui je pense font peur un peu tout le monde, quoi. Les aides doivent réconcilier, enfin il y a un besoin de réconciliation mais tellement énorme. Je pense que votre génération, par leur agilité, par ce côté là-dedans, je ne vais pas dire que c'est une mission générationnelle, mais il y a un besoin de réconciliation qui est gigantesque, mais dans tous les sujets. Il suffit de voir hier le débat pathétique sur la mairie de Paris pour voir à quel point on se met sur la tronche en disant à peu près la même chose en plus, qui est complètement ridicule. Il y a quand même une phrase très forte sur la génération Z que j'ai rechopée en Twitter, où un Z disait: on s'appelle Z parce qu'on est la dernière, parce que c'est la fin du monde. Moi, je trouve très punk. Enfin, je trouve qu'il y a un côté très néo-futur, en fait. On a l'impression, en effet, que le mode de vie qu'on a actuellement, on est la dernière génération à pouvoir le vivre véritablement, en tout cas en pleine conscience, parce que je pense que ceux dans 10 ans, voilà, c'est déjà fini, en fait. Je veux dire, ils vont peut-être vivre leur adolescence comme ça, et puis ensuite, c'est déjà trop tard. Donc, on est vraiment dans un besoin de réinventer un monde de demain. Mais aujourd'hui, on n'a pas forcément les outils non plus, et on a une impuissance aussi. Une grande impuissance face à justement les politiques qui devraient prendre des mesures qui sont radicales. Et aujourd'hui, nous, en tant que petits citoyens, c'est le colibri qui essaye d'atteindre l'incendie. Et c'est extrêmement frustrant aussi pour nous. Ce qui amène une anxiété qui aggrave l'anxiété. D'où la bataille en ce moment entre Greta Thunberg et les climato-sceptiques et la nouvelle icône du climato-sceptique. Donc, mais il y a quand même une envie de se battre. Mais je pense que avec l'esprit que c'est déjà foutu, en fait. C'est ça qui est un peu torturant. Qui se voit dans les fictions. Regardez les fictions Netflix, regardez les fictions The End of the Fucking World. Il y a vraiment une thématique de la dystopie sur la fin du monde où justement les adultes disparaissent, les adolescents sont seuls, ils prennent le pouvoir. Et ça veut dire qu'il y a un contexte comme ça. Et c'est là que je me pose la question: quelle est la place du luxe dans ce monde chaotique? Est-ce qu'à un moment donné, le luxe, ça va devenir superflu et les ventes qui vont avec? C'est vrai, il y a un vrai questionnement de fond ici. Et c'est pour ça que vous avez des marques ici. Toutes les marques sont obsédées par leur purpose. Donc voilà, purpose, il y a même des coachs de purpose maintenant, ou des coachs qui viennent vous trouver pendant une journée le purpose, et voilà. Merci beaucoup. On va revenir sur cette idée de dystopie, etc., de la génération Z. Maintenant, j'avais une question pour vous, Amandine Despierres. On a parlé donc des copies sur TikTok, du visuel et des influenceurs par l'image. Comment est-ce que vous arrivez à injecter ça dans le parfum? Copie parfum aussi. Parce que c'est une génération digitale. Exactement. Alors ça, c'est une vraie problématique. Et qui est de plus en plus vrai parce que voilà, on a certains chiffres aujourd'hui qui nous montrent que génération digitale égale donc retail sur digital égale achat sans même sentir un parfum. Donc aujourd'hui on sait qu'il y a 47% par exemple des Chinois qui testent le parfum avant de l'acheter. Donc ça veut dire qu'il y en a aussi 53% qui ne le font pas, et on sait qu'avec l'arrivée des aides, ça va encore s'accroître. C'est la génération digitale par excellence. Donc il faut qu'aujourd'hui se réinventer, trouver des relais en termes d'activation pour qu'on puisse faire passer des messages qui sont sur, je dirais, le plan hédonique, qui puissent prendre le relais un peu de l'odeur, parce que même si le produit n'est pas senti,
ils ont besoin de se faire un avis et du coup ça passe par des mots, ça passe par de l'image et ça passe par des reviews, beaucoup. Et donc ça se maîtrise pas forcément, mais en tout cas c'est une prise de conscience à avoir en tant que marque ou en tant que fabricant de parfums, de savoir que le véritable levier, le vrai relais qui va conditionner la décision d'achat, ça va être les comments et les reviews qui vont être présents sur le web et là en digital. Donc voilà, à nous de faire le meilleur boulot possible en amont pour que l'explication soit la plus créative possible, en même temps qu'elle garde de l'authenticité, c'est-à-dire qu'elle reflète ce qu'est le produit en vrai, in real life, et que au moment où on va tester le produit, il y a une vraie adéquation, une vraie cohérence, que ça fasse du sens. Voilà, en fait, on est presque du marketing qui fait plus du marketing parce que notre obsession, c'est aussi d'avoir cette forme d'authenticité et en même temps de créativité parce qu'on sait que c'est un vrai relais. Donc, comment on fait pour raconter vraiment ce que ça sent tout en amenant l'innovation et l'originalité qui fait que sinon le produit ne fonctionnera pas. Parce que si on n'amène rien de nouveau, si le produit n'a rien de différent, si on n'avance pas, en fait, ça a que peu d'intérêt. Et la marque ne suffit plus à combler ça. Donc voilà, c'est un peu le message que nous on martèle et on essaye d'accompagner au mieux nos clients dans ce sens-là. Mais oui, ça ne suffit plus d'avoir un grand nom du luxe, ça c'est certain. Et donc il faut en prendre conscience maintenant. Donc, nous on est là en accompagnateur de ça et en essayant de faire les parfums qui soient les meilleurs possibles, les plus qualitatifs possibles, parce que c'est aussi un critère aujourd'hui qui est hyper clé pour les générations qui arrivent. Ça a toujours été, mais aujourd'hui on a aussi un consommateur qui est ultra éduqué, voilà, qui lit beaucoup, qui se renseigne beaucoup, et donc voilà, il faut avoir tout ça en tête en amont. D'accord, merci. Et juste au niveau des goûts produits, on a dégagé dans le Choc Z des grandes tendances chez les jeunes. Du coup, vous parliez des sneakers Berluti en exemple. Est-ce que dans le parfum, vous avez dégagé comme ça des grandes tendances de goût? Alors, en fait, on essaye d'être un tout petit peu nuancé. Pourquoi ? Parce qu'on disait tout à l'heure, il faut pas essayer de réfléchir en bloc et faire trop dans le stéréotype. Et c'est vrai que finalement, on parlait d'archipel tout à l'heure, ça se retrouve aussi en termes de goût hédonique. Et d'ailleurs, quand on étudie un peu plus les générations, et je reprends l'exemple de la Chine, parce que finalement c'est plein d'enseignements aussi pour nous, on réfléchit même pas en Y, Z, etc. On va un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on va affiner un peu le débat, et on va plutôt réfléchir par exemple en termes de décennies. Et ça nous aide parce que voilà, on peut pas se dire aujourd'hui les Z, il y a tel goût, telle préférence olfactive sur le marché. On risquerait d'être complètement à côté de la plaque. Alors évidemment, comme ils sont encore jeunes aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué d'avoir des datas, des chiffres. On en a un peu plus sur les Y, normal, ils sont un peu plus âgés, c'est plus facile d'avoir data sur les 18-30 que voilà. Mais on voit que finalement, significativement, il n'y a pas de grande différence si on va tester un produit chez les Z ou les Y. En revanche, voilà, ils aspirent à certaines choses qui peuvent nous guider. On a parlé déjà de l'authenticité, on a parlé de la qualité, on a parlé du meaning, du sens. Donc il y a une cohérence entre ce qu'on va dire et ce que ça sent. Et après, il y a une notion aussi de confort, de wellness, de well-being. C'est-à-dire que si la marque n'a plus aujourd'hui autant de poids, c'est aussi parce que ce à quoi les Z aspirent, c'est avant tout, et notamment parce que là on parle de beauté, et donc il y a un côté évidemment un peu plus superficiel, mais finalement voilà, c'est aussi ce qu'est le luxe. Et du coup, ils vont se rattacher plus à ce que ça va leur apporter en termes de bénéfices, et vous me direz si je me trompe, mais plus que voilà, un ADN de marque, des valeurs auxquelles on n'adhère pas forcément. Et donc ça aussi, ça nous interroge, parce que jusqu'à aujourd'hui, finalement, le parfum, il se raccrochait beaucoup aux valeurs traditionnelles du luxe. Et aujourd'hui, le bénéfice produit, on en est convaincu, il est clé. Et demain, on ne pourra pas continuer juste à parler de valeurs un peu ancestrales. Il faudra qu'on réfléchisse dans ce sens-là.
Donc voilà, et je me souviens plus exactement quelle était votre question au départ, mais voilà, toutes nos interrogations, elles vont dans ce sens-là, et en fait, on se re-questionne sur quasiment tous les piliers du produit. En fait, on a très bien conscience aujourd'hui que on doit se réinventer, en fait. On est une des industries les plus statiques du monde. Si on y réfléchit, on se dit que toutes les industries autour de nous, je sais pas, la téléphonie, l'automobile, ont connu des innovations, mais juste incroyables, phénoménales. On fait des pas de géants. Et puis nous, on a toujours au spray, on se parfume de la même manière, avec les mêmes gestuels. On vend toujours un peu des produits basés sur les mêmes codes. Voilà. Clairement, on a bien conscience qu'il va se passer un truc et qu'il faut qu'on y réfléchisse et qu'on soit prêt justement à se réinventer dans ce sens-là. Très bien, merci. Et du coup, juste Shana, en tant que génération Z, est-ce que vous êtes capable de qualifier vos attentes dans la parfumerie? Est-ce que vous comprenez cette idée d'anti-luxe et est-ce que vous pensez que c'est adapté au parfum? Alors, sur les attentes, c'est vrai que c'est très très compliqué parce que en faisant partie du milieu du parfum, par exemple, je pense qu'on a une vision qui est un peu différente puisqu'on est en interne, on sait très bien ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, ce qu'on est capable de faire ou ce qu'on n'est pas capable de faire. Donc c'est vrai que sur le terme du parfum, je préfère pas trop m'exprimer parce que je pense que je suis pas neutre. Mais par exemple, sur une marque de luxe, je pense qu'en effet, le nouveau luxe, c'est... on parlait de fast fashion, de consommation. Moi, personnellement, j'ai envie d'un luxe qui dure. J'ai envie d'un luxe qui respecte mes valeurs, forcément, et qui, au final, étaient les valeurs du luxe au tout départ. Je veux dire, le prendre son temps pour créer un objet qui est unique, donc de la personnalisation peut-être, des belles qualités, des belles matières, d'avoir une vraie émotion, en fait, en ouvrant le truc. C'est pas comme si on allait chez H&M, on achète un t-shirt à 5 €, on est content, on l'a porté 3 fois, allez hop, à la poubelle. On a envie, je pense qu'à chaque fois qu'on sort un beau sac, de dire waouh, c'est un beau produit, je suis fière de l'avoir et il respecte mes valeurs. Aujourd'hui, je pense que le luxe a de gros efforts à faire au niveau de ce qui est nouvelles valeurs, si on peut dire, notamment sur le vegan par exemple. Aujourd'hui, mais c'est aussi un point de vue consommateur, hein. Je pense que beaucoup de consommateurs ne sont pas prêts à se dire que du cuir vegan est un cuir de luxe. Clairement, je sais, Vivienne Westwood a essayé, ça n'a pas marché. Malheureusement, elle est obligée de revenir sur des pièces en cuir. Donc, je pense que malheureusement, il y a aussi une volonté de consommateur et on n'est pas encore à ce pouvoir d'achat, peut-être, pour imposer du coup notre mode de vie à d'autres marques de luxe. Et c'était quoi la deuxième partie de la question? C'était de savoir pour le l'anti-luxe. Ah oui, pour l'anti-luxe au parfum. L'anti-luxe adapté au parfum. En effet, on voit de plus en plus de petites marques qui se créent sur des prix qui sont quand même beaucoup plus bas. C'est vrai qu'on voit en plus de plus en plus d'études, c'est de plus en plus transparent quand même. On sait que le prix du parfum, le jus, quand on voit à la une du Figaro où le parfum que vous achetez, au final, le jus, le concentré, c'est qu'1 €. Même si des fois c'est plus, même si des fois c'est moins. On est un consommateur, on voit ça, on se dit bon, j'ai payé ma bouteille 80 €, il y a peut-être un petit souci, j'ai pas forcément envie de consommer ça, donc il y a peut-être des petites marques qui commencent à réussir à percer et à faire leur pied. Et de même, comme les Yves Saint Laurent, les Dolce & Gabbana et compagnie n'ont pas forcément une image très éco-friendly, très humaniste, de même sur des communications qui sont des fois un peu dépassées. On peut parler par exemple d'Invictus, c'est très très drôle, hein, donc ça fait beaucoup rire, hein. Mais c'est vrai que est-ce que ça correspond forcément à mes valeurs? Je ne pense pas. Est-ce que c'est une marque que j'ai envie de consommer? Je ne pense pas non plus. Donc c'est vrai que toutes ces marques, ces grands piliers, ils ont du mal un peu à prendre des risques quand même, à moins que ça soit vraiment ancré dans l'ADN, comme Calvin Klein par exemple. On peut quand même noter Lancôme avec Idole, qui je pense était très targeté, hein. C'est un peu l'arbre. Voilà. Enfin le poteau, on sait très bien à qui il s'adresse, qu'ils ont pris tous les codes, mais en entendant, ils l'ont quand même très bien fait. Je pense que c'est des messages qui parlent à beaucoup de générations et qui pour le coup sont innovants. C'est la première fois qu'on voit ça. C'est ça que chez L'Oréal en communication, là, il y a une campagne qui sort avec Léna Situation chez Saint Laurent. Chez Saint Laurent, parfum, maquillage. Et Léna Situation, une marque qui est très forte dans l'écoute, par exemple, c'est Louis Vuitton.
regardez, Louis Vuitton a l'humilité de comprendre les tribus, les codes. Je vais prendre 2 exemples. Quand vous prenez Amy Richardson, elle change pas. Quand vous prenez les jeux vidéo, l'e-sport, quand Vuitton s'attaque au sport, à l'e-sport, eh bien la Coupe du Monde, League of Legends, c'est dans la même malle que la Coupe du Monde globale. Donc c'est vrai que mais il y a un travail énorme en communication qui n'a pas évolué depuis 30 ans et c'est le même modèle. Et vous parliez donc tout à l'heure d'un choc brutal, d'une fin du monde presque, des aides, d'une dystopie attendue. Est-ce que vous ne pensez pas, Laxcri, qu'on n'en fait pas un peu trop au niveau des générations Z, qui aiment les mêmes parfums que leurs aînés et qui sont des hommes comme les autres? On en fait trop, peut-être. Après, on ne vit pas dans la peur quotidiennement, voilà. Mais c'est vrai qu'on a d'autres attentes. Par exemple, on a ce besoin de savoir ce qu'on achète, de comprendre ce qu'on achète. On voit avec toutes les applications type Yuka, on va prendre notre téléphone, on va scanner le code barre. Si jamais c'est rouge, on va se poser la question avant d'acheter sans savoir pourquoi c'est rouge. On va pas chercher plus loin en fait. Alors peut-être qu'on est un peu mal éduqué entre guillemets. Après nous on est dans le domaine du parfum donc on sait se servir de ce genre d'application. On va toujours chercher plus loin en se disant oui ok pourquoi c'est rouge. Il y a cette molécule mais sous cette forme-là elle est inoffensive. Et c'est vrai que le consommateur lambda il va voir que c'est rouge, il va dire ok je le prends pas. Alors que peut-être que le produit était très bon et qu'il y a un produit vert à côté qui, au contraire, n'est pas très bon. Donc non, vraiment, on a ce besoin de faire attention à ce qu'on mange. On mange de moins en moins de viande, on fait toujours vraiment attention à ce qu'on mange, mais on fait aussi attention à ce qu'on achète, à ce qu'on se met sur la peau. Et il y a aussi toute cette tendance de vouloir un parfum naturel, parce que le naturel, dans la tête du consommateur, c'est bon, c'est meilleur. Alors que nous, on sait que non, que pas spécialement, il y a plein d'allergènes dans toutes les huiles essentielles, on le sait, sauf que le consommateur lambda ne le sait pas et effectivement il reste beaucoup à faire sur l'éducation du consommateur pour lui expliquer que c'est pas parce que c'est synthétique que c'est moins bon, c'est peut-être même meilleur et je pense qu'il y a vraiment un réel travail à faire là-dessus pour éduquer le nouveau consommateur et lui expliquer que oui, l'avenir du parfum, de toute façon ce sera la chimie verte. On le sait, puisqu'il y a de plus en plus de problèmes pour se sourcer en matière première. Et donc, en fait, là, on arrive à un tournant, je pense, où il faut vraiment faire quelque chose pour éduquer le consommateur et lui expliquer ce qui est bon pour lui, ce qui est moins bon pour lui et pourquoi. Et c'est vrai que c'est vraiment ce qu'on attend. Et par exemple, on a la marque Jus qui est sortie il y a 1 ou 2 ans, qui partage sa formule. Et voilà, peut-être que c'est vraiment ça l'avenir de la parfumerie, de pouvoir prendre son produit et de voir la liste d'ingrédients derrière et de comprendre vraiment comment est fait notre produit. C'est ça dont on a envie aujourd'hui. Franchement, Julia Roberts, je suis pas sûre que ça nous fasse encore vraiment rêver. C'est un peu old school. Il faut les deux. Oui, voilà. Les deux. C'est que de la formule. C'est bien de parier sur l'intelligence du consommateur, mais il faut l'aider aussi. On a fait une étude il y a 1 an avec l'IFOP justement sur le parfum, les usages en fait, et on voyait et on retrouve des conclusions aussi dans la pensée de Pierre Monich. On trouvait 3 points qui étaient intéressants, alors qui ne vont pas être dans le green, mais dans autre chose. Le premier point, c'est qu'elle avait l'habitude de dire voilà, on a un parfum, on est fidèle à un parfum. Et en fait, chez les Z, c'est pas de l'infidélité, c'est que vous êtes multifacette et à chaque facette un parfum. Donc ça, c'est très intéressant en termes de consommation. Vous imaginez bien, j'ai 5 facettes, j'ai 5 parfums. Donc ça, c'est que qu'on donne des réponses un peu positives quand même en termes de marché. Donc le multifacette s'inscrit dans un multiparfum et en fonction, c'est à la fois en fonction des personnalités multiples qu'on peut avoir et aussi des usages. J'ai un parfum pour aller travailler, j'ai un parfum pour la séduction et ainsi de suite. Ça, c'était le premier point, le multi-usage. Le deuxième point, c'était par rapport au genre. Alors, j'ai envie de dire, ça c'est encore, je trouve que là, dans l'univers des parfums, vous êtes à l'avant-garde depuis des années sur la question du genre, mais un chiffre vraiment juste pour marquer à quel point le choc retail il va être important, 57% des aides américains ont déjà fait du shopping en dehors de leur genre.
Regardez aujourd'hui les magasins, les grands magasins sont construits sur masculin, féminin, vous voyez, là-dessus. Donc, cet aspect, voilà, cette disparition du genre, vous citiez fort justement des pentes et ainsi de suite, c'est vraiment, ça c'est quelque chose qui casse complètement le système marketing où on est toujours homme-femme, c'est la première base. Et ça déjà, alors est-ce que cette aspiration no gender va durer? Enfin, est-ce que c'est une passion adolescente? Il faut aussi prendre du recul par rapport à la chose, mais en tout cas c'est quelque chose d'extrêmement fort. Et le phénomène nouveau, à ma connaissance, qui apparaissait, il y a eu toujours des femmes, vous étiez à l'avant-garde, forcément, d'utiliser des parfums d'hommes et ainsi de suite. On voit le phénomène qui s'inverse. On voit des jeunes hommes qui utilisent des parfums féminins. Donc vous voyez, il y a ce basculement. Donc c'est quoi un non-genre? Là, on peut passer pendant des heures. Donc quoi sera sur non-genre? Et ça, c'est fondamental. Ça change, j'ai envie de dire, tout pratiquement. Et dans la communication, dans le choix des égéries et ainsi de suite. Et le troisième point, c'est la value for money. Je reviens sur la ici. Mais ça justifie la value for money. En fait, c'est vrai que, par exemple, sur le luxe, quand le luxe c'est cher, comment attaquent les aides? Vidéo, je prends un sac d'une grande marque et je vois que la qualité est ni fait ni à faire. Pourquoi vous faites payer 5 000 € alors que c'est... Et sur le parfum, il y a ce rapport au prix. Parce qu'en fait, je trouve que le parfum sur mesure, qui a toujours été quand même un vieux fantasme, une martingale marketing qu'on a ressorti, il est de moins en moins présent, l'air de rien. Il est remplacé justement par ces petites maisons. On peut faire son sur mesure quelque part. Il y a tellement de maisons. Par contre, des maisons qui sont extrêmement chères. Moi, j'ai la chance de travailler par exemple pour Byredo. Regardez Byredo, on est sur du jus, en effet, c'est cool, mais on est complètement no gender. Et enfin vraiment, et puis on est sur vraiment une épure totale et une créativité de jus qui est assez remarquable. Donc ils sont assez justes là-dedans. Mais le value for money aussi, c'est que Byredo c'est beaucoup trop cher aussi pour beaucoup. Et je vous dis, c'est ce phénomène qui est assez marquant, qui est très américain sur TikTok, où vraiment, comme vous avez des boutiques qui vont vendre des clones de parfums à 10 $, qui sont exactement le clone d'un Dior, d'un Chanel et ainsi de suite. Et sur TikTok, ça marche très fort. Et même des influenceuses vont dire, finalement, regarde, le packaging, c'est à peu près pareil, alors qu'il est extrêmement moche, mais le jus, c'est quasiment la même chose. Et c'est à 10 $. Donc, vous voyez, 3 points, multi-usage, multifacette, le no-gender, le value for money, là, on est sur quelque chose de compliqué et complexe, parce qu'il y a une pression de déflation, non pas de déconsommation, mais de déflation et de prix à la baisse. Après, ce que ça veut dire aussi, le MeToo, le phénomène de ces produits, en fait, des fakes qui vendent, notamment, même en Europe, dans certains pays encore, c'est aussi que le focus il est peut-être plus sur le produit et les données. Alors le parfum ne va pas être exactement le même, mais en tout cas il ressemble. Et peut-être juste en termes d'ADN produit, et quelque part ça peut suffire. Après je rebondis aussi sur ce que disait Eric. Pour avoir parlé parfois avec des retailers qui sont surtout présents en France, on parle plutôt de gender fluide. Il y a des retailers qui ont essayé de faire du no gender, c'est-à-dire d'avoir une classification des produits en boutique qui sont pas un dispatch homme-femme classique, de plutôt faire par famille olfactive, d'avoir un truc un peu plus expert, plutôt de capitaliser sur leur force de vente pour amener un service un peu différent. Ils en sont revenus parce que le consommateur il était encore perdu. Ça changera peut-être, mais pour l'instant, en tout cas en Europe ou aux US, on n'est pas encore prêt. Par contre, on parle pas mal de gender fluid parce qu'aujourd'hui on se rend compte que le consommateur, même s'il a encore besoin de ce repère homme-femme, effectivement, il aime bien aller emprunter au vestiaire de l'autre genre, et c'est encore plus vrai pour les Y et pour les Z, encore plus. Et typiquement, c'est un truc qu'on voit évidemment ici, c'est un truc qu'on voit aux US, et c'est aussi quelque chose qu'on observe plus que jamais, encore une fois en Chine. Et on en parle parce que c'est aussi un gros marché, et parce que c'est la génération qui va commencer à réellement consommer du parfum demain. Et que, on l'a vu, nous, dans certains de nos tests, oui, les jeunes chinois acceptent totalement de se parfumer avec un produit féminin, et ils savent très bien que c'est un produit féminin, et à la limite, c'est limite quelque chose de positif, et inversement. Donc à la limite, presque, on se dit qu'on a peut-être tout intérêt à continuer de capitaliser un peu sur ces codes, et on sait juste que ça donne un repère au consommateur, et que dans cette volonté de juste focaliser sur le produit, acheter un produit qui me plaît, plus que des codes de marque, et c'est là où on sait la niche a eu un impact incroyable à ce niveau. Mais c'est complètement la fluidité. La Chine, pour moi, elle est à l'avant-garde de la fluidité. Quand vous voyez Fenty qui arrive en Chine, qu'est-ce qu'il prend comme égérie? Le frère de Fen Bingbing. C'est un homme qui porte la chose. Mais attention à employer des mots, parce que gender fluid, oui, mais le rejet de l'homosexualité en Chine,
il est terrible. Il est terrible. Là, en ce moment, il y a un KOL, révélation de sa vie sexuelle. C'est un homme fleur, le flower man, hein, c'est vraiment un archétype. Des photos sont sorties et la moitié de son public l'a, entre guillemets, lapidé virtuellement. Donc là aussi, ces notions de genre, elles sont à comprendre culturellement et qu'elles sont extrêmement chargées. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir répondu ouvertement comme ça à mes questions. On a bien compris donc qu'on était dans une phase de luxe transitionnelle et que il y avait un certain paradoxe dans cette génération entre l'égalité formelle des interconnectés horizontale et aussi la singularité de chacun, les tribus, les archipels dont vous parliez. On va passer la parole au public. Donc maintenant, s'il y a des questions, des interrogations, des remarques, merci de dire juste qui vous êtes et à qui s'adresse votre question. Bonjour, je suis Anna. J'adresse ma question à Eric. Vous parliez tout à l'heure de la value for money, comme quoi les générations Z, elles cherchaient à payer moins cher. Mais si un produit correspond à leurs valeurs, et notamment aux valeurs écologiques, est-ce qu'elles sont prêtes à payer plus cher? En déclaratif. En déclaratif. J'ai pas dit l'inverse. Il faut fouiller à deux fois. Le rapport Radin, j'emploie le mot exprès si vous voulez, il est tellement fort. Et je vous donne un exemple. Vous avez eu, en ce moment, il y a une guerre électorale aux États-Unis. Quand vous lisez Teen Vogue, par exemple, qui est le magazine, je vous invite à lire Teen Vogue au quotidien. Vous imaginez un Vogue qui ressemble plus à l'humanité qu'à Vogue, en fait. Hein. Donc, pour ceux qui connaissent encore ce que c'est l'humanité. Donc, c'est vraiment un brûlot progressiste, hein, je le dis très bien. Il y a une étude qui est sortie de Teen Vogue très intéressante. Elle est majoritairement anti-Trump, mais il y a des pro-Trump, comme il y a des pro-Poutine, comme il y a des jeunes qui votent le FN et qui sont très puissants en termes de nombre. C'est pour ça que archipel complet, hein. Ici, le seul point où les démocrates Z et les républicains Z se retrouvaient, c'était sur l'argent. C'est, oui, la dette. Parce qu'en fait, c'est la pression de la dette des études est trop forte. Donc, vous voyez, le seul point où finalement les deux se regroupent, c'est sur l'économique. Donc, voilà, c'est clair que l'écologie, en fait, j'ai envie de vous dire, ça dépend de qui vous parlez. Et le problème, c'est que l'archipel, et là, c'est pas simplement les aides, c'est la France. Nous sommes face à deux mondes. Le monde de la fin du mois. Et la fin du mois, c'est est-ce que je vais pouvoir survivre à la fin du mois et les fins du monde. Et là, en effet, pour avoir cette vision de fin, voilà, c'est vraiment en fait le message porté. Mais pour voir le fin du monde, vous voyez, d'abord on commence par la fin du mois et après on pense à la fin du monde. Donc il y a cet affrontement fin du monde, fin du mois qui sont extrêmement structurants, extrêmement clivants. Ouais. On est dans un monde. Donc j'ai envie de vous dire, ça dépend les tribus. En fait, le système, je crois vraiment plus. Les aides, c'est. En fait, ce qu'on dit, c'est que la Z est archipel, mais il y a un fort partage de valeurs et d'émotions. Pourquoi ça marche autant, en effet, le discours d'Enel et ainsi de suite, c'est que c'est de l'émotion brute, vous voyez. Regardez les danses et ainsi de suite. Leur rapport à l'émotion. Mais attention à l'émotion peut aussi manipuler. Vous regardez une des grandes modes sur YouTube, je vois une scène de série, je me filme en train et vraiment c'est cool quand on a tous les mêmes émotions. C'est grave de vivre les mêmes émotions face à quelque chose. La liberté, c'est d'avoir sa singularité. Donc vous voyez, j'ai envie de vous dire, oui, une tribu paye largement. Et même j'ai envie de vous dire, et puis c'est une réalité. Je prends un exemple très concret. Dans le monde de la finance, un ami, gros projet retail, il devait avoir un gros financement. Et finalement, l'investisseur n'a pas mis l'argent. Pourquoi? Parce que les enfants disent, attends, papa, tu vas pas te mettre dans un projet retail, tu vas polluer la planète. Il l'a pas fait. Donc, vous voyez, ça dépend des tribus. Mais si vous croyez que tous les aides vont payer plus cher parce que c'est vert, vous vous trompez. Donc, ça dépend vraiment du ciblage. Allez-y. Oui, bonjour. Christian Louis, parfumeur. Je suis un utilisateur de Facebook. J'ai fait 12 vidéos de 3 minutes. D'abord, dans le préambule, je voudrais vous féliciter pour la qualité de vos propos. Je voudrais aussi, d'autre part, rappeler que nous sommes les premiers producteurs au monde de parfums et qu'il faut arrêter de stresser. Le phénomène de stresser abaisse nos défenses immunitaires. Juste au passage, j'ai une seule question à poser.
Une seule question à poser. Et je voudrais juste, j'ai encore entendu à la radio, ne paniquez pas. Très mauvaise chose, du point de vue marketing. Ça veut dire ne paniquez pas, gérez votre peur. Moi je dis ne stressez pas. Ne stressez pas, c'est en définitive sublimer vos défenses immunitaires. D'accord? La seule question que je vous pose, tous ici dans la salle, une seule question. Croyez-vous en Dieu? C'est ça ma question. J'adore votre embarras. Il faut réfléchir. Oui. Oui, je peux rebondir sur ce sujet. On rencontre des talents toute la journée, des gens qui se focusent sur du talent, et il y a plein de choses qui sont intéressantes dans ce que vous dites et qui se croisent. On parlait de marque, mais aujourd'hui, Firmenich, c'est une marque employeur. Est-ce que les candidats achètent aussi un employeur? On peut se poser cette question. Et on parlait des licornes, et si vous prenez la définition d'une licorne, c'est un quadrupède fabuleux qui a un corps de biche, une queue de lion, une barbichette et une corne. D'accord. Est-ce que Red Bull n'était pas une licorne? Aujourd'hui, c'est devenu la World Company au départ. Coca-Cola, au départ, c'était une licorne. Mon propos par rapport à ça, en fait, c'est qu'aujourd'hui, face à la donnée, on a beaucoup d'informations, l'accès à l'information. Là où les entreprises ont le pouvoir, c'est qu'elles pensent qu'elles vont pouvoir dominer l'information et l'anticiper. Sauf c'est faux, on ne fait que suivre l'information. L'étymologie d'information, c'est l'informe. C'est qu'il n'a pas encore de forme. Donc le propos par rapport à monsieur qui rejoint là-dessus et qui est intéressant, et que j'ai bien aimé votre idée de la cohésion et de la cohérence, mais aussi du partage. C'est qu'est-ce que l'on partage? Qu'est-ce que l'on partage à travers l'acte de naissance? Qu'est-ce que l'on partage à travers aujourd'hui la personne que l'on est? Et cette génération, et moi j'ai horreur que je mette les gens dans des cases X, Y, Z, W, et la prochaine elle n'a plus de lettres. Et donc je ferai le parallèle avec une marque de parfum qui a donné des numéros de parfum par rapport à des personnages légendaires et qui vient de se réapproprier Léonard de Vinci avec la Joconde et qui le retranscrit. C'est simplement une actualisation d'une information qui inspire depuis des siècles, et tout le monde va avoir la Joconde au Louvre. Et cette génération se réapproprie et actualise cette information avec sa vision et lui donne une modernité. Voilà. Donc X, Y, Z, pour moi, ça n'a pas d'importance, même si je suis né du siècle dernier. Et je pense que ce que l'on cherche, c'est la cohérence. Et les entreprises, face à la donnée, à la maîtrise, et effectivement le fait de définir une tribu, ben, qu'est-ce que fait, et vous le disiez, mademoiselle, très justement, on s'échappe. C'est-à-dire qu'on ne veut pas être dans la tribu, et donc on cherche des échappatoires. Et ces échappatoires, eh bien, c'est l'optimisme de demain. C'est-à-dire c'est la capacité de recréer, de réinventer le monde. Voilà. Et donc le futur a du talent, la chimie a du talent. Et quelqu'un disait, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et ça rejoint, voilà, la fin de mon propos, ce que disait monsieur. Dans la spiritualité, dans son sens premier, c'est le sens que l'on donne à ce que l'on fait. Et cette génération qui arrive a beaucoup de sens, elle cherche du sens, elle interroge les entreprises, elle interroge les produits par rapport à la cohérence de ce qui est, de l'authenticité et de la transparence. Je vous remercie beaucoup, mais je voudrais quand même que vous répondiez à ma question. Avec grand plaisir. Croyez-vous en Dieu? C'est essentiel. C'est essentiel. Alors, moi, il n'y a aucun intérêt. Comment? Ce que je crois n'a aucun intérêt. Pourquoi? Je vous ai posé une question personnellement. Mais je vous dis, je vous dis, est-ce que vous croyez en Dieu? C'est oui ou c'est non? Non, parce que attendez. Alors, je rebondis. Là encore, on confond religion et spiritualité. Exact, mais j'allais vous répondre. Je suis désolé. Donc, je vous rappelle que l'huile essentielle, essence. Oui, d'accord. Je rappelle qu'au niveau du parfum, perfumaré par la fumée, fumigation. Donc là, en fait, et nous sommes Français, nous sommes des gens extraordinaires. Je rajouterais que nous sommes des êtres parfaits. Absolument. Arrêtons de jouer le déni, du catastrophisme, etc. Nous sommes parfaits. Nous avons été créés d'une façon parfaite. Donc, je suis désolé, la question est, s'il vous plaît, croyez-vous en Dieu, oui ou non? Tous répondez. C'est simple. Mais votre question n'a pas de réponse. Parce qu'en fait, vous parlez de spiritualité et on parle de l'âme. Vous savez, la définition de l'âme, c'est ce qui relie
l'esprit à votre cœur. Donc vous avez votre propre réponse et personne ne peut répondre à cette question. Je vais essayer de vous répondre, mais indirectement. Et, moi, la réponse, est-ce que je crois en Dieu? Oui. Voilà. Bon. Mais ça n'a aucun intérêt. Parce que ma profession de foi, d'accord, cette profession de foi, c'est mon métier. Mon métier, c'est planeur stratégique. Planeur stratégique, c'est que la vie d'Éric Brionne n'a aucun intérêt. Moi, j'étudie, je recherche, j'observe et j'essaie de cette observation. Je m'oublie complètement. Oui. J'étudie des progressistes toute la journée, je ne suis pas progressiste. Mais mon avis ne compte pas. Par contre, je vais vous répondre par rapport à est-ce que les aides, les chiffres montrent, est-ce qu'ils croient en Dieu? Ça, je trouve que c'est cette question que je vais vous répondre, tout simplement. Et là, je vais vous rejoindre un petit peu sur la deuxième question. Le problème, enfin, je sais pas si c'est un problème, en tout cas, le spirituel est très fort. Exemple, on voit la montée en puissance du phénomène des sorcières. Et avec tout le rapport à la beauté, alors la sorcière du coup c'est une icône féministe, mais c'est aussi une croyance en autre chose. Mais globalement, on est dans une spiritualité sans Dieu. Il n'y a pas de Dieu ici. Alors là c'est votre avis, mais ça c'est le problème. Et le deuxième point, monsieur. Alors voilà, donc vous répondez. Et juste la deuxième point, comme ça, après je laisse parler, et je parle trop. Le deuxième point par rapport à vous, je trouve sur le phénomène des licornes et ainsi de suite, et des DNVB, pour faire court. Ce qui est très intéressant, c'est que ce fantasme de la licorne, en fait, la licorne ADVB, elle devient une boîte comme les autres, en fait. Regardez aujourd'hui les critiques qu'on peut avoir sur Everlane. Je sais pas si vous connaissez la marque Everlane, c'est la transparence à tout crin. Elle s'est vendue sur la transparence, sauf qu'à un moment donné, Everlane, on voit qu'il y a un problème avec les syndicats d'Everlane. Vous voyez, à un moment, la transparence. En fait, une licorne devient, quand elle réussit, devient une boîte comme les autres. Après, elle a un petit grain de génie qu'elle doit garder, mais ça, c'est autre chose. Et ça se fait tellement vite. Tout à l'heure, en fait, j'avais en tête même Perfect Diary. Je crois que c'est 3 ans d'existence. Et aujourd'hui, c'est 1 milliard de dollars. Voilà. Ils ont levé des fonds incroyables et ça va tellement plus vite en fait que oui, bien sûr, ces petites DNVB un jour deviennent quelques mois plus tard des mastodontes. Il faut le gérer. Voilà. Il faut le gérer. Il faut le gérer et oui, bien sûr, voilà, je pense que c'est un bouleversement pour ces marques qui partent de certaines valeurs et qui doivent aussi se réinventer, se recréer, rester fidèles d'une certaine manière, mais continuer de se développer et c'est tout le challenge. Et je pense qu'on n'a pas tellement parlé, on a un peu évoqué les DNVB, mais c'est vrai que ces indie brands aujourd'hui, elles ont aussi un rôle clé dans ce qu'on considère comme le nouveau luxe, ou en tout cas ce qui peut être considéré comme une forme de nouveau luxe, c'est-à-dire des produits qui sont avant tout alternatifs, créatifs, innovants, qui amènent quelque chose de nouveau et de différenciant sur le marché, à des prix aussi accessibles. Et nous, on les considère tout autant que les marques de niche traditionnelles, voilà, qui évidemment cartonnent encore aujourd'hui, mais qui doivent se challenger par rapport à ces marques indie qui montent à juste titre parce qu'elles correspondent, je pense, pleinement aux attentes des aides aujourd'hui. Et Dieu. Et Dieu. Oui, vous répondiez. Ouais, alors donc. Vous croyez oui ou non en Dieu, peu importe la religion. Alors, la question elle est là. Croyez-vous oui ou non en Dieu? Peut-être alors d'une certaine manière. Après, moi, je suis animée profondément, alors ça va peut-être vous paraître bateau, mais plutôt par ma passion aujourd'hui, qui est là depuis quasiment toujours, et qui fait que aujourd'hui, je m'interroge profondément. En tout cas, je crois à la recréation. Peut-être que ça va être une forme de réponse. Je disais tout à l'heure, on doit se réinventer. Plus qu'un reboot, faire table rase du passé dans notre industrie, parce que oui, vous avez raison, la transmission aussi, elle est importante et qu'on ne cherche pas à faire abstraction de tout ce qu'il y a eu avant, on va plutôt chercher à le réinventer, à le sublimer, etc. Donc je trouve ça hyper intéressant, on peut parler plus de régénération, mais en tout cas aujourd'hui, cette recréation, en tout cas cette pensée, le fait de s'interroger, de vouloir être meilleur, peut-être que là aussi on peut faire mieux. Je pense qu'elle est nécessaire. Et c'est ce qui m'anime aujourd'hui. C'est peut-être ma religion, en quelque sorte, mais ouais, c'est ce qui m'anime. Et c'est ce en quoi je crois.
Parce que la marque aussi, c'est aussi dans la religion, c'est une forme de Dieu. Dans la religion, j'exagère, mais de moins en moins quand même. voilà, le plus important est dans la réponse d'avoir la foi, et peu importe en quoi on croit. Déjà, croire en Dieu, c'est plus intéressant. Dans la religion, Dieu, le défaut, c'est que c'est le mot d'avoir c'est son idolâtrie. À trop idolâtrer, ils doivent être père. Et ben là, je pense qu'en tout cas, il faut arrêter, ou même nous, de se conforter et trop idolâtrer. Et c'est là où la remise en question, je pense qu'elle est clé maintenant. Parce que justement, des fois, il y a certaines marques qui manquent de remise en question. Et oui, on a une belle histoire, on a un très bel héritage, mais il faut être conscient que cet héritage, il faut le cultiver, il faut en prendre soin, et il faut chercher aussi quelque part à le perpétuer, à le réinventer, parce qu'il suffira plus demain, voilà, il se suffira plus à lui-même. Donc c'est comment on concilie cet héritage et la création. Voilà, c'est juste... Mais on peut être fier, ouais. Mais pour continuer à être fier, il faut se challenger. Merci beaucoup à tous. Vous avez une dernière question? Très bien. Monsieur, oui. Je viens ici en tant que président de l'association française des conseillers de beauté, donc ceux qui vendent de parfum tous les jours par exemple en week-end. J'aurais une question par rapport à ce sujet, mais pour rassurer sur le côté, on est une industrie qui ne s'est pas réinventée depuis des luttes, etc. Je suis président d'une agence de communication par ailleurs et on travaille beaucoup sur d'autres secteurs que le beauté. Et rassurez-vous, il y a plein de secteurs qui n'ont pas le niveau d'innovation des smartphones, des téléphones, des voitures électriques, etc. Donc, notamment les vins spiritueux, c'est très compliqué de se réinventer. Et vous avez un rythme de lancement et de création, une originalité, une audace dans le parfum que beaucoup vous envient. Aller encore plus loin, il faut se remettre en question, c'est très bien. Mais je rejoins notre ami spiritueux, il n'y a pas de pessimisme non plus à avoir. Le rythme est quand même assez bon. La question sur effectivement le retail par rapport à la génération et l'intervention de tout ce qui est digital, des intermédiations. Comment vous voyez l'évolution du rôle de la conseillère de beauté dans un point de vue avec ces générations? Elle est assez positive. Enfin, on n'est pas dans un... Enfin, je pense, si vous voulez, on n'est pas dans un pessimisme. En fait, pour moi, la mission, entre guillemets, qu'on se donne, c'est d'être explorateur du monde qui arrive. Voilà, ouais, ça peut paraître pompeux. Et le monde qui arrive, il est porté par la jeunesse. C'est comme ça a toujours été comme ça, et ainsi de suite. Juste ce qu'on disait par rapport, en effet, la créativité produit, et ainsi de suite. Bien sûr, il y a une force très forte, même s'il y a une critique que les jus se ressemblent tous. Ce qui explique du coup, entre guillemets, qu'il y a des MeToo à $10. Ça, c'est une critique qu'on entend très très forte. La critique a été plus sur la communication. Et venant d'une grande agence, j'ai vu des campagnes avec le modèle d'égérie. Ouais, ce que vous disiez, on se paye Julia Roberts et après ça suffit et un joli packaging. C'est ça, vous voyez, cette remise en question, plus non pas du côté des fabricants et de la vente, c'est plutôt du côté des communicants. En tout cas, je mettrais. Et par contre, sur le retail, la bonne nouvelle, c'est que justement, autant les millennials ont découvert ce digital, c'est génial pour aller en boutique finalement, autant les aides, justement, quand il y a un besoin de se sentir, être ensemble est extrêmement important. Et donc, du coup, le être ensemble, quand on est derrière son écran, il n'y a plus le être ensemble, sauf dans certaines conditions comme l'e-sport, on est ensemble d'une façon. C'est le retour de la boutique. Il y a un retour du désir du physique. Donc là-dessus, ils vont pas être confinés, les aides. Ils ont envie de se retrouver et du coup, ça veut dire aussi, là, je vais vous refaire après un classique. Par contre, ça veut dire que aussi le point de vente doit changer. Donc il y a ce retour d'être ensemble. Est-ce que le être ensemble, ça marche dans les boutiques beauté ou est-ce que c'est simplement des zones où on consomme? Ça, c'est, vous voyez, donc c'est une évolution du rôle stratégique. Après, par rapport aux conseillers, en effet, c'est très compliqué par rapport aux conseillers parce que on est face à une cible qui est experte majoritairement, qui est éduquée par qu'on aime ou qu'on n'aime pas des réseaux sociaux. Donc, quelle est la fonction de la conseillère de beauté face à ces consommateurs érudits? Alors, est-ce que c'est une bataille d'érudition
érudit plus érudit, ou c'est de l'exemple. Quand on voit, par exemple, les stratégies Sephora aux États-Unis, on voit que la force de vente, elle porte justement le purpose de la marque. Donc la bataille de la marque. Donc c'est elle qui porte l'inclusivité, c'est elle qui perd fluide. Voilà. Donc vous voyez, il y a un rôle à définir. En tout cas, le point positif, c'est qu'ils ont envie de boutique, ils ont envie d'aller en boutique. J'ai envie de entendre votre point de vue justement sur la conseillère de beauté, vous qui êtes au cœur du système, ça va être plus intéressant encore. Non, mais c'est vrai que quand on voit le développement de tous ces lieux en fait alternatifs qui permettent aux gens de se retrouver, donc des lieux qui sont militants, mais aussi des lieux qui sont plus festifs, aujourd'hui on voit vraiment l'émergence de communautés autour de ces lieux. Et en effet, je pense vraiment que la boutique, mais en proposant justement des expériences qui sont annexes que juste vendre, peut véritablement créer ces petites communautés où voilà, tous les samedis on peut se retrouver et prendre un verre et essayer du make-up sans forcément consommer. Moi c'est vraiment le genre de boutique du futur que je verrais bien. Et de même avant on avait vraiment ces gens qui venaient pour voir leur vendeuse toujours dans le même point de vente et qui avait une vraie connexion et un vrai suivi et une vraie fidélisation par rapport à ça et une vraie confiance aussi. Et en fait ces vendeuses elles se sont transformées en youtubeuses beauté. Donc on va plutôt se fier à elle plutôt qu'à la vendeuse du Sephora, mais aujourd'hui malheureusement c'est aussi dû au turnover qu'on peut avoir, la non-fidélisation des postes, comme la non-fidélisation des lieux de vie et compagnie. Mais moi personnellement je verrais bien aussi justement toutes ces vendeuses qui redeviennent des blogueuses beauté, véritablement. C'est la stratégie Utah Beauté. Hein. Sur Utah Beauty, vous voyez sur le Adweek de la semaine dernière, la patronne du marketing, gros succès, Utah finalement qui résiste bien mieux, même à Sephora, même qui est plus désirable. En fait, qui est de la transformation de notre force de vente, pour vous donner une idée, en influenceuse. En fait, la question était, est-ce que vous utilisez les influenceurs? Et la réponse est, on fait en sorte que nos vendeuses soient les premières influenceurs. C'est facile à dire, c'est difficile à faire, mais c'est une vraie réalité ici. Donc, c'est-à-dire des cours de YouTube, des cours d'Insta. Enfin, vous voyez, vous les formez ici. Donc, on va avoir quelque part une petite célébrité quand on va dans votre boutique. C'est un changement. On est plus sur le style de vie, la passion, que sur une compétence pure qui est partagée par tous. Et d'ailleurs, il y a des marques qui le font déjà plutôt bien, je trouve, par exemple Kat Von D. Mais c'est tout bête, comme il y a une identité de marque qui est déjà très forte, on voit la vendeuse, on sait que c'est une vendeuse Kat Von D. Donc il y a déjà cette micro-influence, si on peut dire, avec le maquillage, avec tout ça. On a déjà une espèce d'aura, si on peut dire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, leur maquilleuse un peu star, c'est vraiment une team qui est énorme. Et il y en a dans tous les pays. Et ce sont des nanas qu'on voit énormément justement faire des tutos beauté sur Instagram, qui sont très très proches au final des gens. Donc elles sont pas encore au stade de vendeuse, on va pas les mettre chez Sephora pour vendre, mais il y a une espèce de proximité qui est extrêmement importante. Enfin, voilà, par exemple Fanny Morer qui est du coup pour Kat Von D, si on milite dans le circuit un peu militant vegan, on la voit très couramment et elle est très accessible. Et donc justement ces gens-là, de retrouver sa vendeuse dans des univers qu'on partage, ça donne aussi beaucoup de crédibilité en fait. On sait que c'est pas juste une nana qui travaille là parce qu'elle a besoin de boulot, même si on est d'accord, c'est le but de tout le monde. Mais ce qui exerce d'un point de vente, là on parle des influenceurs, etc. Mais c'est le vendeur. Mais que le vendeur devienne un mini-influenceur en fait. Ce que vous décrivez, il existe déjà effectivement dans d'autres industries. Beaucoup de marques ont constaté que la somme de l'audience de leurs employés personnels sur les réseaux sociaux est bien supérieure aux digital managers qui animent le compte de la marque et donc ils vont déployer toute cette advocacy. Avec la difficulté qu'il y a derrière. Parce que là où je suis pessimiste, c'est normal, c'est ma nature, je suis de droite, donc j'ai une vision pessimiste du monde. Regardez ce qui s'est passé sur le slip français. C'est pas de l'advocacy là, c'est... Ah non, mais sauf que ça a été considéré comme de l'advocacy. C'est ça qui est terrible. Ah si, parce que pourquoi le slip français a pris? C'est parce deux de ses employés ont fait une énorme connerie. Mais du coup, et pourtant c'était même pas des influenceurs, mais vous voyez, en fait, on a juste des salariés, mais simplement aujourd'hui, c'est que le salarié, c'est le premier, enfin j'ai le truc bête, mais c'est le premier ambassadeur de la marque. Donc c'est-à-dire que si, le côté positif, si toutes vos vendeuses deviennent des influenceuses, c'est super, ça va faire du monde, mais en même temps, quand une de vos vendeuses fait une connerie,
c'est vous qui retombez aussi par un phénomène de jaillissement. Vous voyez, c'est ce monde complexe, tout simplement. D'où l'intérêt qu'elle partage les mêmes valeurs en fait de la marque. Mais il faut vérifier parce que l'erreur est... Exactement, bien sûr. L'illusion d'une extimité contrôlée ne marche pas. C'est ça. La Z croit... Enfin, il y a un truc de contrôle. Vous citiez le vin, vous aviez totalement raison. Je fais une conférence sur les vins de Bourgogne il y a très peu de temps. Le vin, il y a une énorme problématique sur le vin. Le vin, c'est pas ici pour les Z, et surtout le vin, ça fait part de contrôle. Et quand vous êtes en face à un monde hyper contrôlé, et là c'est le nôtre, si vous voulez. On fait une erreur sur Snap, et ça peut tomber demain. Vous voyez, regardez le phénomène Griveaux. D'un coup Griveaux, mais c'est vrai, c'est lié à ça. Des milliers d'adolescents vivent ça au quotidien. Les gens, en fait, le public en a cure quelque part. Il faut que Griveaux pour dire ah oui, il y a un problème. Et Griveaux visait le posture victimaire, mais comme les politiques sont tellement détestés, il n'a pas été victime de rien du tout. On l'accepte. Vous voyez, il y a ce système de contrôle et de la surveillance. On connaît ce phénomène-là à travers des égéries de grande réputation, et Nike par exemple a essuyé sur du Tony Parker, du LeBron James, Armstrong. Exactement. Donc c'est-à-dire que vous devez surveiller aussi. C'est du coup cette statut d'employé, et puis en plus cet employé, c'est par rapport au contrat de travail. Enfin, on revient sur quand même sur le slip français avec des injonctions à virer les gens. Vous voyez, donc là on touche même le contrat de travail. Donc qu'est-ce que vous faites en termes de société? Extrêmement complexe. Moi, j'ai une question pour celui ou celle qui voudra me répondre. Pour me présenter, je suis Claire Campi. Alors, je ne vais pas forcément parler des générations Y ou Z dont on a plus parlé sur cette table ronde, mais plutôt des générations suivantes. Est-ce que finalement on va pas assister à une tendance où les gens, au lieu de consommer différemment, ne vont plus vouloir consommer du tout? Et est-ce que, alors ça paraît peut-être un peu extrême, mais est-ce que le parfum va pas disparaître et va pas être considéré comme un produit qui est secondaire, voire superflu? Moi j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que c'est aussi une question qu'on peut se poser aujourd'hui? Est-ce qu'on a assez de recul aujourd'hui pour répondre? Je crois absolument pas à la disparition du parfum. En fait, il y a un insight qui est ressorti sur les Z, mais je suis désolé, on part de là pour la suite, mais c'est plus important d'exprimer sa personnalité que d'être parfaite. C'est plus important de ne pas répondre à un stéréotype, mais d'exprimer sa propre vision de l'illusion de sa singularité. Et le parfum, il est fondamental par rapport à ça. Donc, je crois absolument pas à la disparition du parfum. Et sur d'autres générations, encore moins. La déconsommation, c'est un autre sujet, mais elle est plus économique. Est-ce que la déconsommation, elle est utile par rapport à l'écologie? Elle me paraît on ne pourra pas s'en sortir sans déconsommation. Mais sauf aujourd'hui, les consommateurs ne veulent pas déconsommer. Sauf quand ils sont obligés de déconsommer. Ce qui est un vrai, pour moi, c'est ça l'affrontement. Enfin, fin du monde, fin du mois, ainsi de suite. Il faut déconsommer pour sauver la planète, mais le consommateur ne veut pas déconsommer. Hors minorité. Vous êtes tous d'accord avec ce point de vue? Je suis assez d'accord. Après, on ne sait jamais ce qui peut se passer, hein. Mais effectivement, nous, les signes qui sont quand même assez rassurants, c'est ça, le fait que le parfum soit un élément d'affirmation de la personnalité. Et c'est pas seulement vrai, juste Europe, US, Occident. On sait aujourd'hui que ça se transforme hyper vite. Je reparle de nouveau de la Chine et de l'Asie en général. Ça devient aussi un levier de différenciation, d'affirmation de la singularité de la personne. Donc ça, c'est génial, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. La deuxième chose, c'est que je pense à un autre chiffre dans cette grande étude autour du conscious consumer qu'on a pu faire. On voit que finalement, et ça changera peut-être et ça évoluera, c'est sûr, très vite. Mais en tout cas, la part de l'hédonique et la part plaisir, elle est hyper clé dans le parfum. Elle est vraie encore aussi dans une certaine partie pour les boissons alcoolisées. Ce qu'on a pu voir, il y a une espèce de similitude où pour le coup, on va plus facilement accepter, là je reviens à la notion de green et des valeurs qui sont clés. Autant il n'y a pas vraiment de consensus sur le coût et le prix. Oui, radin. Mais par contre, prêt à faire encore aujourd'hui un petit consensus entre le côté green et le côté plaisir. C'est-à-dire que l'hédonique, encore aujourd'hui dans notre secteur, prime sur le reste et même sur ses valeurs. Je dis pas du tout on va être prêt à acheter un produit qui est contraire à ses valeurs, parce qu'on reste hyper cohérent. Par contre, entre un 100% nat qui va être hyper compliqué à rendre plaisir,
et un produit qui va faire un peu consensus, c'est-à-dire qui va avoir de la naturalité ou qui va avoir un positionnement vrai, sustainable et qui reste plaisir, le choix est vite fait. Donc tout ça pour dire que ces signes-là, ça montre que la part plaisir, la part well-being, j'y reviens, je pense qu'il faut en avoir conscience, added, benefit, enfin voilà, penser que ça doit être un peu notre motto, c'est que notre produit, il va continuer d'être là s'il participe au bien-être des gens et au plaisir. Monsieur a raison sur l'anti-stress, sur la notion de stress. Il y a une vertu, non mais totalement, enfin, pas relevé, mais le parfum, l'olfactif est considéré comme l'un des meilleurs anti-stress possibles, et on est face à une génération méga stressée. Et regardez là, on peut aimer ou pas aimer, et là c'est transgénérationnel. Je prends l'exemple de Diptyque, le succès de Diptyque en Chine, vous voyez, ils ont développé vraiment une dimension comme olfactive, du tatou, et ainsi de suite. Donc un art de vivre qui va... Donc cette génération est ultra stressée, c'est montré, les chiffres de dépression sur les moins de 18 ans explosent aux États-Unis depuis 10 ans, et que l'olfactif et le parfum pas que le parfum, l'olfactif, je dirais au sens large, a des vertus apaisantes immédiates. Bien sûr. Moi j'ai une question. Ne stressez pas, nous sommes parfaits. Nous sommes parfums. Voilà. J'aimerais bien savoir à quel moment on passe de la tendance générationnelle à la lame de fond sociétale, parce que quand on regarde les hashtags MeToo, quand on regarde toutes les boîtes qui font de l'incubation, de l'open innovation, quand on regarde le client conscient et épicurien, moi je n'ai pas 18 ans, même si on dirait que j'ai 18 ans, et je me retrouve. Bien sûr. Et mes copines, elles sont dedans aussi, et elles sont dans les mêmes insights et tensions. Donc à quel moment on passe de la génération à la société ? C'est idiot de fond, enfin, vous avez tout dit. Et je pense qu'il n'y aura pas la société, c'est des sociétés même. En fait, l'idée c'est des sociétés. Regardez, pour moi, les plus clivants, fin du mois, fin du monde. Regardez la société, en tout cas, peut-être pas en Chine, on va dire, et encore, quand on creuse. La société occidentale, hélas, elle est dans cette confrontation-là. Et puis même encore pire, les États-Unis, on est dans un phénomène de dislocation totale. Ici, avec des phénomènes qui deviennent complètement délirants. Donc, à quel moment les aides, chacun de nous a un Z ici, et il y a des rapports de proximité entre les Z et les boomers. Le truc OK boomers, c'est une énorme connerie. Enfin, est-ce que vous entendez mal avec vos petits-enfants, vos enfants, peu importe? Non, ça se passe bien, et c'est montré en plus ici. Le hockey boomer, c'est ça qui est intéressant. Pourquoi hockey boomer ça marche? Parce que les médias, ils aiment bien en parler, ça fait un beau sujet, c'est un marronnier, comme le sujet des milléniaux quand c'est mal fait. Mais je pense que c'est plutôt, d'un coup, quand un boomer a dit « jeunesse, t'es comme ça », c'est ça qui passe pas. Et regardez cette scène, je viens de parler là-dessus, regardez une des séries cultes de la jeunesse, Sex Education, saison 2. À un moment donné, une sexologue vient parler sexe devant 200 étudiants. Elle arrive en disant « on m'a dit de parler de sexe parce que je me rappelle qu'à mon âge, je faisais du sexe. Donc ça vous intéresse forcément. » Et là, elle se prend un bide. Donc vous voyez, c'est ça qui passe là chez Hockey Boomer. Donc, hélas, il n'y a pas une société, il y a des sociétés et il y a du Z en nous. J'aimerais bien rebondir sur le hockey boomer. En fait, je sais, pour en avoir beaucoup discuté en fait avec pas mal d'autres générations, justement, il y en a beaucoup qui sont très vexés de ce hashtag, mais je pense que rien qu'aujourd'hui, on a l'exemple parfait du hockey boomer, où on nous parle de choses, de spiritualité, de Dieu qui parlent pas forcément à notre génération, et de valeurs en disant on est parfait. Je suis désolée, je me reconnais pas du tout dans ça. Il y a débat. Il y a débat. Oui, on dit oui, on est parfait. Non, ça correspond pas du tout à mes valeurs. Aujourd'hui, je pense pas que l'être parfait, il tue 3 millions d'animaux dans les abattoirs, viole des femmes et laisse un tiers de la population mourir. Donc moi, quand je vois ça, j'ai envie de dire, en fait, il y a un gap qui est monstrueux et on le voit aujourd'hui. En fait, le gap, il est là et on a presque envie de dire, il y a rien à dire de plus parce qu'on sait très bien qu'on restera tous les deux dans nos divisions et c'est la réponse facile, mais c'est la réponse qu'on a envie de donner en fait, de dire qu'est-ce qu'on peut dire de plus en fait. Et encore une fois, ça dépend parce que tu peux avoir des boomers qui sont prêts à évoluer, à réfléchir. Complètement. Et aujourd'hui, on dit aussi que les boomers sont peut-être ceux qui interagissent effectivement le mieux avec les Z parce qu'ils se retrouvent dans pas mal d'aspects. Et c'est ça aussi qui est intéressant. On en parlait au début, mais voilà. On a un peu le côté co-création. Enfin, je trouve que c'est aussi ce qui est magique et ce qui nous anime, c'est comment on se renouvelle. On a parlé beaucoup de se challenger.
c'est grâce à ça, quoi. C'est comment on va réfléchir ensemble. C'est pas les Z qui vont le faire forcément tout seuls. C'est pas les Y ni les X. C'est justement comment on se retrouve finalement à plein de niveaux et comment on réfléchit de manière positive pour l'avenir. On y revient justement encore, encore des pentes, mais je trouve vraiment qu'elle a raison quand elle parle. C'est pas une confrontation homme-femme ou une confrontation riche-pauvre, c'est une confrontation dominant-dominé. Et aujourd'hui, je pense qu'avec ce hockey boomer, on représente encore une fois ça, où on a cette représentation du mâle, alpha, blanc, hétéro, voilà, on va sortir des clichés, qui est aujourd'hui au pouvoir et qui ne laisse pas forcément sa place justement aux jeunes générations. Et donc, c'est le moyen de dire stop, quoi. Mais des points est absolument pas dans la réconciliation. Elle est dans la confrontation. Totalement. Le problème, c'est que, en fait, le truc, que vous soyez progressiste ou réactionnaire, il y a deux aides là-dessus. Le point commun, c'est que vous voulez changer de monde, mais simplement, vous voulez pas le même monde. C'est vrai. Et que forcément, tout ce qui est porteur de l'ancien monde, il y a un dégagisme, et qui n'est pas le dégagisme macronien. Donc, en effet, l'ère de la réconciliation n'est pas encore pour aujourd'hui, mais elle est fondamentale, parce que sinon, c'est compliqué. Je sais pas si on a répondu sur la question du parfum et du marketing, mais... En tout cas, merci à tous pour ce moment. Merci à vous d'avoir assisté et d'avoir pris parti comme ça pour cette conférence. La prochaine a lieu à 13h et elle portera sur l'intelligence artificielle. Juste pour finir, avant que tout le monde s'en aille, je pense qu'on peut remercier Gasparine et l'applaudir aussi. Pour avoir animé cette table. Elle fait aussi partie de la promotion qui organise cette journée des rencontres olfactives pour vous aujourd'hui. Donc bonne journée et si vous voulez continuer le débat, je vous invite à vous retrouver en... J'ai 100 aides à coacher, je peux pas. Merci.